Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'introduire cette journée d'études sur le portrait de musiciens. Donc, une journée qui est organisée par le CIEREC, le Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'expression contemporaine, hébergé dans cette université, et l'Ethnopôle CMTRA, le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes. Je remercie la faculté Arlette Lang qui soutient cette journée, ainsi que tous les participants, et en premier lieu les intervenants de cet après-midi. Je commence par citer un ethnomusicologue qui s'appelle Timothy Rice et qui, dans son court ouvrage Ethnomusicology, qui est paru en 2014, consacre un chapitre aux individual musicians. Alors, selon lui, la recherche des 20 dernières années a été marquée par la prise de conscience suivante. Donc, je le cite, « Les cultures et les sociétés ne sont pas homogènes, mais sont souvent fragmentées parmi les lignes du genre, de la classe sociale, de la race et de l'ethnicité. » Et dans le même sens, il poursuit, « Les individus ne sont pas simplement modelés par la culture et la société, mais agissent en agent, c'est le fameux concept d'agency, dans la formation des cultures musicales. » Alors ainsi, de la même manière qu'on ne peut considérer une communauté comme uniforme, on ne peut considérer le musicien traditionnel uniquement comme un représentant d'une communauté musicale. Donc dans ce sens, il est aussi l'acteur de son propre destin musical, destin qui peut être complexe, tout comme la personnalité de ce musicien lui-même. Timothy Rice, toujours, insiste ensuite sur les mobilités grandissantes des parcours individuels. Les musiciens, qu'ils soient des musiciens ordinaires ou des musiciens exceptionnels, se déplacent pour des raisons diverses. Les ethnomusicologues suivent les musiciens et observent aujourd'hui comment ils relocalisent et réinventent leurs pratiques. Alors, il est intéressant d'observer les titres de 2 numéros des cahiers d'ethnomusicologie, donc fameuse revue francophone sur la discipline. Ces 2 numéros sont parus à exactement 10 ans d'intervalle. En 2002, le numéro consacré aux histoires de vie note dans son argumentaire, je reprends cet argumentaire, plus porté sur l'observation de la musique en tant que fait social et culturel, l'ethnomusicologie s'attache généralement davantage à la fonction du musicien qu'à sa personnalité. Voici ce qui est écrit en 2002. Et ce numéro, Histoire de vie, veut se pencher en tout cas sur les protagonistes de ces histoires de vie musicales. En 2012, 10 ans plus tard, avec le numéro 25, le numéro s'intéresse à la professionnalisation du musicien traditionnel et à l'hyper-individualisation que serait le statut d'artiste que ces musiciens ont parfois acquis. Alors, l'ethnomusicologie du domaine français, qui sera bien représentée cet après-midi, a développé depuis longtemps un rapport particulier aux musiciens. Très tôt, l'article que j'ai mis comme exemple date de 1989, tant dans les publications écrites que les publications discographiques, je pense par exemple au label Modal, cette ethnomusicologie du domaine français s'attache à des figures. Ces figures peuvent être remarquables, elles peuvent être marquantes par leur maîtrise des savoirs musicaux, faisant d'elles des maîtres. Elles sont marquantes aussi, ces figures, quand elles sont les dernières détentrices de traditions musicales en voie parfois de disparition. Mais encore, c'est la rencontre interpersonnelle qui peut être marquante ou remarquable et qui érige en figure tel ou tel musicien. Alors ce point est typique et essentiel de la discipline ethnomusicologique, tant le savoir se construit à partir d'interactions individuelles, d'interactions particulières entre les chercheurs et le musicien. Et nous avons tous, à ce titre, rencontré ce que Bruno Nettel appelle nos principal teachers. La focalisation sur un musicien particulier et la qualité de la relation ouvrent des possibilités d'écriture empathique qui marquent bien souvent l'exercice du portrait. J'ai mis ici un extrait d'un article d'Olivier Tourny qui, dans le numéro des cahiers de musique traditionnelle, que j'ai déjà cité, s'adresse pendant toutes ces pages à ce moine éthiopien qui chante son Zéma en Israël.
À l'occasion de la sortie du livre-disque Comment sonne la ville, musique migrante de Saint-Étienne, donc, que j'ai ici et qui sort donc demain officiellement, livre que j'ai coécrit avec Mélène Lefron qui n'a pas pu être là. Donc, Mélène Lefron est chargée d'action culturelle et des projets de collectage musical au CMTRA. Donc à l'occasion de la sortie de ce livre, nous avons voulu consacrer un temps de réflexion au portrait de musicien, qui est le format que nous avons justement privilégié dans les différentes formes de valorisation de ce projet « Comment sonne la ville ». C'est un projet qui a débuté en 2014, qui s'achève actuellement par la parution du livre, et qui fait l'objet d'une exposition intitulée « Dévisager des voix », exposition constituée de portraits sonores et photographiques. Alors chaque portrait sonore est un montage faisant entendre tout autant des extraits du récit de vie collecté que des passages musicaux enregistrés auprès de chaque habitant musicien. Cet ouvrage, l'ouvrage Comment sonne la ville, musique migrante de Saint-Étienne, porte sur les parcours migratoires d'habitants musiciens et sur les musiques de l'immigration dans la ville. Le livre présente 12 musiciens répartis en 11 plages musicales, présentant pour la plupart des solos. Alors, le fait de rassembler différents musiciens en un même ouvrage et un même disque ne doit bien évidemment pas faire croire à un kaléidoscope enchanté qui donnerait une image d'une cohabitation parfaite, idéale dans la ville. Les profils, les discours, les positionnements, les parcours, les musiques sont éclectiques. Et par ailleurs, nous avons choisi de partir de la musique pour parler de musique dans cet ouvrage. Et ainsi, chaque chapitre est autant consacré à une pièce musicale qu'au musicien qui la joue ou la chante. Alors, notre positionnement se justifie de deux manières. Premièrement, nous avons demandé à chaque musicien de proposer une pièce de son choix. Et les pièces qu'ils ont choisies sont apparues comme autant de programmes, c'est-à-dire des manières dynamiques de se présenter, différentes des discours parlés. Deuxièmement, nous n'avons pas considéré les musiques comme des illustrations des discours, en tout cas ce n'est pas ce que nous voulions faire, ni comme des témoignages qui placeraient l'altérité au cœur du projet. Nous avons voulu appréhender ces musiques tout d'abord comme des savoirs qui relèvent de compétences techniques et esthétiques, et nous avons fait le choix d'enregistrement en studio. Alors les pièces du disque sont toutes documentées, les textes et les systèmes musicaux sont contextualisés, et il s'est agi de comprendre comment chaque musicien, à partir de son parcours, investit, alors sur le plan technique, émotionnel, parfois politique, investit ses musiques pour certaines des standards, pour la plupart, ce sont des reprises. Donc considérer les musiciens comme des experts impose d'aller jusqu'au bout de la démarche avec eux, en prenant en compte leurs avis sur les enregistrements jusqu'à la phase de mixage. Je vous propose pour terminer d'écouter une chanson interprétée par Luis Yangeri Morales, qui est un Stéphanois d'origine chilienne, qui chante à la guitare une pièce de l'auteur-compositeur chilien bien connu, Víctor Jara. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota detrás, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba, en el agua de sus ojos
bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota detrás, con el gato y con el perro, el caballo. C'est bon. Désolée pour l'arrêt un peu brutal. Voilà, alors c'est une pièce portrait en creux, je l'ai choisi exprès, où se mêle à la fois la figure du petit Luchín, enfant de la misère des bidonvilles du Chili, celle de Victor Jara, qui se fait le porte-parole de son peuple en tant que chanteur engagé, qui en tout cas veut s'en faire la voix, et celle de Luis Yanjari Morales, qui en reprenant cette pièce fait un geste à la fois de mémoire et d'adhésion. Et évidemment, au-delà du parcours individuel, donc je ne reviendrai pas précisément sur le parcours individuel de cette personne, c'est un parcours collectif et une histoire collective qu'on retrouve. L'image à gauche est l'image d'une manifestation à Saint-Étienne dans les années 80, qui s'insère dans une histoire plus globale. Voilà pour quelques pistes et la présentation rapide de ce travail qui nous a donné envie de parler du portrait avec d'autres expériences et à partir d'autres travaux. Donc cet après-midi va s'organiser en 3 temps. D'abord, une première session consacrée à la fabrique du portrait, l'art du montage. Puis, après la pause café, une session consacrée aux enjeux épistémologiques et éthiques du portrait ethnographique. Et la demi-journée se terminera par le visionnage du film « Chant d'un pays perdu », en présence de Bernard Lorta-Jacob, qui nous fait l'honneur d'être ici, suivi d'une discussion avec le réalisateur. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi.